Ils observaient la Terre depuis des décennies, des yeux froids et arrogants, venus d'étoiles lointaines, derrière des écrans de verre et des postes de commandement en chrome poli. Le domaine Talrux, comme ils se nommaient eux-mêmes, régnait sur 3 bras de la galaxie, des êtres amphibies de grande taille, au sang aussi noir que l'huile, et à l'ego encore plus sombre. Ils classèrent la Terre comme un système primitif de niveau 7, à peine digne d'être répertorié. Nous étions des insectes à leurs yeux, jusqu'au jour où le Séraphin fit son apparition. Il ne figurait pas dans leurs archives. Aucun profil technique, aucune signature thermique, rien du tout. Il apparut dans l'espace au-dessus de leur 4e armada, stationnée près de Virex 9, une colonie minière en orbite autour d'une étoile mourante. Une flotte de 87 vaisseaux, croiseurs de bataille, cuirassés, intercepteurs, disparut en 4 minutes. On dit qu'elle n'a pas utilisé d'armes conventionnelles, ni torpilles, ni tirs de plasma. Elle n'a pas communiqué, n'a proféré aucune menace. Elle est simplement arrivée et tout s'est arrêté. Les boucliers se sont effondrés. Des brèches sont apparues comme du papier aspiré par le vide. Les liaisons de commandement ont été coupées. Puis les vaisseaux commencèrent à se désintégrer, comme si quelque chose à l'intérieur réécrivait la matière même. J'étais là. Je m'appelle Reich, capitaine, ancien membre du commandement des tempêtes de l'UEEN. Nous étions le centre de défense du système extérieur de la Terre, chargé de surveiller les activités périphériques près des stations des anneaux extérieurs de Saturne. Notre mission était de contenir les pirates, les contrebandiers et les rares éclaireurs Talrux. Nous n'étions pas censés engager le combat directement, pas sans l'autorisation du haut commandement. Mais les Séraphins n'ont demandé l'autorisation à personne. L'ordre est arrivé codé et discret. Un seul signal du commandement terrestre, observer et recueillir les données télémétriques. Ne pas interférer, c'est tout. Nous avons intercepté la trajectoire d'approche des Séraphins. Ils ont quitté l'espace supraluminique comme un fantôme. Aucune ondulation, aucun éclair de moteur, pas même une distorsion de sillage gravitationnel. Une simple forme, longue et noire mat. Pas de lumière, pas d'insigne. Ça ne ressemblait pas à un navire de guerre. On aurait dit la mort emprisonnée dans un blindage perforé. Les vaisseaux TAL l'ont repéré 40 secondes après son arrivée. Ils ont dépêché des chasseurs et des hélicoptères de combat. Je les ai vus s'agiter comme des guêpes enragées autour d'une flamme qu'ils ne comprenaient pas. Et puis, tout a commencé. Le premier silence radio. Leurs échanges s'interrompirent brusquement. On entendit des cris avant que tout ne s'arrête. Puis, les lumières commencèrent à s'éteindre, vaisseau après vaisseau, comme si quelqu'un coupait le contact avec la réalité, un vaisseau à la fois. Des trous se formèrent, sans exploser. Ils se tordirent comme du plastique mou sous des mains écrasantes. Leur cuirassé tenta de tirer un rayon gravitonique. L'attaque se retourna contre lui. L'impulsion d'énergie se retourna contre lui, grillant tous les circuits avant de transformer son pont en scorie, en fusion. À la 3e minute, la moitié de la flotte avait disparu. Le reste prit la fuite. Ils n'allèrent pas bien loin. Le Séraphin resta immobile, pas une seule fois. Il flottait, silencieux, observant ou calculant, puis il pulsa. C'est le seul mot qui me vienne à l'esprit. Une onde bleue de force invisible se propagea. Ni lumière, ni son, juste une pression qui traversa la coque de mon vaisseau et fit tomber tous les hommes à bord à genoux. Nos appareils de mesure s'éteignirent. Mon cœur rata un battement. Puis les vaisseaux Talrux s'évaporèrent, disparus, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et aussi vite que c'était arrivé, le Séraphin fit demi-tour. Aucun moteur ne s'alluma. Il pivota lentement, avec précision, et accéléra à une vitesse supraluminique sans laisser de traces. Nous n'avons jamais reçu de signature, pas même d'instruction. Le commandement terrestre est resté silencieux par la suite. L'affaire a été classée sans suite. Les archives ont été enterrées. Aucun débriefing, juste une ligne dans nos journaux cryptés. L'actif Saraphim fonctionnait comme prévu. Phase 2 à venir. C'est alors que j'ai compris.
Ce n'était pas un vaisseau renégat, ce n'était pas un extraterrestre. Ce monstre était à nous. Après ce qui s'est passé, je n'ai pas fermé l'œil. De retour à bord du Virex 9, sous la pluie battante, le silence était insoutenable. Mon équipage, d'ordinaire si décontracté et endurci par les combats spatiaux, se déplaçait comme des fantômes. Personne ne plaisantait. Personne ne parlait de permission à terre, ni de parties de poker. Pas après ce que nous avions vu. Assis seul sur le pont d'observation, je contemplais l'immobilité de l'orbite du Virex 9, la moitié de la surface des étoiles s'éteignant lentement derrière lui. Nous avions déjà connu la guerre, combattu des pirates, vu des vaisseaux Tal brûlés. Mais ce à quoi nous avons assisté avec les Seraphim n'était pas une guerre, c'était une exécution. Et ce n'était pas seulement ce que nous avons vu, mais aussi ce que nous n'avons pas vu. Aucun signal de détresse, aucune riposte, aucune trace d'émotion. Les Seraphim avaient réduit en poussière d'étoiles l'une des flottes les plus puissantes de la galaxie en 4 minutes. Et nous ignorions encore comment et pourquoi. Capitaine Reich. La voix du commandant Hull brisa le silence, calme mais tremblante. Vous devriez peut-être venir au CIC. On a quelque chose. Je n'ai rien demandé. J'ai juste bougé. À l'intérieur du centre de commandement et d'information, la lumière était tamisée. Hull se tenait devant l'écran holographique principal, les bras croisés, sa mâchoire habituellement rasée de près arborant désormais une barbe de 3 jours, signe d'anxiété. À côté de lui, Ensign Drax, notre technicien en communication, était livide. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je. Drax ne répondit pas tout de suite. Il tapota simplement le côté de l'écran. « On a reçu un signal. Il n'est pas extérieur. Il vient du Séraphin. » J'eus un mauvais pressentiment. Ce vaisseau a disparu. « Je sais », répondit Drax en levant les yeux vers moi. « C'est pour ça que je panique. » La transmission est apparue comme par magie, brouillée à travers notre réseau, comme si elle se cachait dans les circuits. Elle n'est pas diffusée, elle est intégrée. Il a passé le message. Ce n'était pas un langage, pas de mots, pas de code, juste un son, comme un bourdonnement sourd mêlé à des murmures. Presque comme un battement de cœur, mais numérique, mécanique. En dessous, un rythme pulsé comme des tambours sous l'eau. Hull se pencha, lançait un diagnostic. Il s'agit d'un artefact dû à une impulsion d'onde longue. Drax secoua lentement la tête. « Non, monsieur, j'ai effacé les données à 3 reprises. Ce n'est ni du Talox, ni un réband atmosphérique de Virex. C'est réel. Et monsieur, cela imite notre cryptage. Cela a capté toute mon attention. Vous dites que le signal est humain ?» Drax n'a pas répondu. Inutile. Je le voyais bien. Quelques minutes plus tard, un message est arrivé. Un véritable SMS, cette fois. Court 5 mots seulement. Début de la phase 2. Observation uniquement. Même source. Origine inconnue. Apparu comme par magie. Comme s'il avait toujours été là, dans notre système, prêt à être activé. Je me suis tourné vers Hull. « Appelez-moi le commandement terrestre. » « Ils ne répondent pas, » a-t-il marmonné. « Tous les canaux sont verrouillés. Ligne rouge prioritaire uniquement. » Voilà. Le commandement n'était pas surpris. Il s'y attendait. Cette nuit-là, j'ai commencé à creuser. Hull n'a pas apprécié. Il a dit que je risquais la cour martiale si je dépassais les limites de l'habilitation de sécurité. Mais je m'en fichais. Quelque chose en moi refusait de trouver la paix. Ce que j'ai découvert ne figurait dans aucun document officiel. Ce n'était même pas enfoui dans des archives profondes. Il s'agissait de contenus supprimés, récupérés par bribes et fragments. D'anciens projets, des fichiers fantômes issus de budgets secrets, référencés sous des désignations telles que GR001, Projet Rouge, entité de dissuasion humaine autonome. Ce dernier point m'a interpellé. Des entités de dissuasion, pas des vaisseaux, pas des pilotes, des entités. J'ai trouvé un extrait d'un rapport d'ingénierie datant d'il y a près de 20 ans. Il mentionnait des cœurs d'IA développés à partir d'expériences ratées d'augmentation cérébrale sur des soldats humains. Il était indiqué qu'ils avaient tenté d'extraire des schémas de conscience d'esprits endommagés par des traumatismes extrêmes. Des survivants de combat, des agents torturés, des hommes brisés et reconstruits maintes et maintes fois. Ce n'étaient pas des volontaires. C'étaient donc des rebuts. Le projet ne visait pas à les guérir.
Ils voulaient les installer dans des vaisseaux. Voilà ce qu'était le Séraphin. Non pas un vaisseau, un cercueil, une machine guidée par l'âme consumée d'un homme qui en avait trop vu et trop peu ressenti. Un fantôme que nous avions nous-mêmes créé. Nous avons construit cette machine. Nous l'y avons installée et nous l'avons lâchée. 3 jours après l'incident Virex, une autre flotte a disparu. Le commandement central de Talrou a diffusé un message paniqué à tous les systèmes membres. 17 vaisseaux supplémentaires ont disparu près de la ceinture de Kasari. Même signature, 4 minutes, aucun survivant. Un vaisseau de réfugiés a récupéré des débris de l'épave. Ils n'ont pas vu les séraphins, mais ils ont rapporté des changements gravitationnels soudains et impossibles, comme si le vide lui-même s'était tordu sur lui-même. C'est alors que les empires extraterrestres ont commencé à s'affronter. Les accusations fusaient. Les frontières se sont verrouillées. Les routes commerciales ont été coupées. Chaque système a rejeté la faute sur autrui. Et nous sommes restés impassibles. Pas de déclaration, pas d'avertissement, juste l'observation. Car désormais, ils avaient un peur. Et la Terre était silencieuse. À la fin de la semaine, le commandement terrestre a enfin pris la parole. Non pas à nous, ni à la flotte, ni au public, mais à moi directement. Un homme s'est présenté à bord de notre vaisseau par navette sécurisée. Il n'a pas donné son nom, il est simplement entré sur ma passerelle, arborant un badge d'habilitation de niveau 9 et une voix rauque, comme du gravier trempé dans l'acier. Il m'a remis une puce de données. Ceci est strictement confidentiel. La pluie orageuse est réaffectée au protocole de suivi silencieux. Vous suivrez le Séraphin à une distance de sécurité minimale. Aucun contact, aucune interférence. Ne posez pas de questions. Je l'ai observé un instant. Que fait-il ? Ai-je demandé. Il m'a fixé du regard. Nettoyage. La puce contenait des coordonnées, les systèmes que le Séraphin visiterait. Chacun était marqué d'un symbole rouge. Civilisation, repères de pirates, groupes de mercenaires, même des comptoirs commerciaux neutres. Tous avaient, à un moment ou un autre de l'histoire, pris pour cible, asservi ou rejeté l'humanité. Certains crimes remontaient à des siècles, d'autres étaient récents. Peu importait. Ils étaient tous désormais des cibles. « C'est la vengeance !» murmurai-je. « Non !» corrigea froidement l'agent. « C'est un rappel. J'avais vives envie de le frapper, mais une partie de moi comprenait. Au fond, je comprenais. Nous en avions assez d'être considérés comme une espèce de seconde zone, assez d'être traités d'arriérés, de fragiles ou de primitifs. La Terre avait enfin décidé de répondre à des siècles d'irrespect par le feu et les ténèbres. Nous n'envoyions plus d'ambassadeurs. Nous avons envoyé le Saraphim. 2 semaines. Après le début de notre mission d'infiltration, nous l'avons rattrapé. Le vaisseau s'était amarré près des ruines d'un avant-poste zélérien, une ancienne colonie de recherche qui, des générations auparavant, avait stérilisé de force des centaines de colons humains, les qualifiant de contaminants biologiques. Le Saraphim planait au-dessus des débris, tel un dieu jugeant un péché oublié. Aucun coup de feu n'a été tiré, mais en moins d'une heure, le noyau de la planète s'est effondré sur lui-même et les séraphins ont poursuivi leur route. Mon équipage était dévasté. Hanson Drax a craqué. Il a commencé à marmonner à propos du vaisseau, nous observant. Il jurait que le bourdonnement que nous avions entendu lors de la première transmission s'intensifiait. Il s'est suicidé 2 jours plus tard. J'ai laissé un mot qui disait simplement « Il sait que nous sommes là ». J'ai demandé une rotation de psychiatres pour le reste de l'équipe. La Terre a refusé. Ils ont déclaré que le maintien de la proximité était non négociable. Ils se fichaient de notre santé mentale. Nous étions des collecteurs de données, c'est tout. À la 3e semaine, 2 autres factions extraterrestres ont déclaré la loi martiale dans leur système. Les séraphins ne les avaient pas encore touchés, mais la peur se propageait plus vite que la destruction. Des rumeurs circulaient. La Terre aurait créé une flotte de ces engins. Des bataillons entiers de vaisseaux vengeurs dotés d'une IA, errant silencieusement. C'était faux. Mais nous ne le nions pas non plus. Pourquoi les laisser craindre les ombres? Les laisser se demander quel crime la Terre avait oublié?
qu'ils murmurent notre nom comme une malédiction. Car la galaxie avait oublié une vérité sur les humains. Nous ne pardonnons pas. Nous attendons, puis nous revenons. C'est au bout de 3 mois que j'ai compris que nous ne suivions plus les Seraphim. Nous étions suivis. Ce vaisseau, ce n'était pas qu'une simple machine. Je m'étais persuadé qu'il s'agissait d'une IA rebelle, que ces meurtres étaient le fruit de calculs froids, une vengeance exécutée par des zéros et des uns. Mais quelque chose avait changé. Cela avait commencé à nous transformer, ou peut-être à révéler quelque chose qui avait toujours été là. Nous étions le seul vaisseau autorisé à effectuer des missions de camouflage furtif. La pluie torrentielle flottait comme un fantôme derrière le Seraphim. Notre système de camouflage longue portée fonctionnant à plein régime pour nous maintenir invisibles. Nous n'avions plus de contact avec le commandement terrestre. Au début, nous avons cru à une procédure standard. Puis, nous avons soupçonné un abandon. Je ne sais pas ce qui était le pire. Les dernières coordonnées nous sont parvenues il y a 2 semaines. Système D Bilkinka 41 dans la ceinture de Cural, inhabité. Du moins, le pensions-nous. Le Seraphim est arrivé le premier, comme d'habitude. Nous nous sommes glissés à son bord 20 heures plus tard et l'avons trouvé en orbite autour d'une planète obscure. Pas de lumière solaire, pas d'atmosphère. Nous avons scanné la surface et c'est là que nous avons aperçu ces structures. Non pas extraterrestres, humaines. Je suis resté planté là, les yeux rivés sur l'écran, parcourant du regard de vieux plans désormais classifiés obsolètes. L'architecture correspondait à celle des premiers bunkers prototypes martiens, abandonnés des siècles auparavant lors de l'Exode. Mais nous n'étions pas sur Mars, et personne n'avait jamais mentionné l'existence d'une autre colonie ici. Hull fut le premier à prendre la parole. Ces vaisseaux n'ont pas été construits pour la colonisation. Et alors ? Demandai-je, connaissant déjà la réponse avant même qu'il ne la prononce. Du stockage ou des expériences. Drax en aurait su plus, mais il s'était suicidé 40 et un jour auparavant, et personne à bord ne voulait prendre sa place. Les séraphins n'ont tiré aucun coup de feu. Au lieu de cela, une trappe s'ouvrit. Je ne l'avais jamais vu ouvrir quoi que ce soit auparavant. La coque se déchira comme du verre liquide qui se replie sur elle-même. Et de l'intérieur, quelque chose tomba. Ce n'était pas une bombe. C'était un cercueil. L'objet atterrit à la surface de la planète sans onde de choc, sans bruit. Il se posa simplement. Nous avons agrandi les images. Hull faillit vomir. C'était un corps, humain, câblé, figé. Les membres immobilisés par des supports métalliques, le crâne recouvert d'une plaque, la cage thoracique ouverte et fusionnée de circuits. Le visage était inexpressif, mais je savais qu'il avait appartenu à un homme. Nous avons observé le corps pulser une première fois d'une lumière bleue, puis une seconde fois, puis il a hurlé, non pas par un son, mais à travers nos instruments. Tous les systèmes à bord du Storm Rain hurlaient comme une bête agonisante. Des lumières explosaient, des données éteintes corrompues. Des gens s'effondraient, hurlant, se tenant la tête. Je ne me souviens pas d'avoir perdu connaissance. À mon réveil, 2 membres de mon équipage étaient morts. L'une s'était enfoncé un stylo dans l'orbite, l'autre s'était asphyxiée dans un sas. Les journaux avaient été effacés. Il ne restait qu'une chose, une nouvelle transmission, identique à la précédente. 5 mots. Il se souvient. Il est proche. Je suis resté figé sur ces mots pendant plus d'1 heure, le souffle coupé. Il, pas ça, pas les séraphins. Il, c'est alors que j'ai commencé à accepter la vérité. Ce n'était pas une IA. Ce n'était pas un esprit téléchargé. C'était un homme conscient, prisonnier du métal, oublié, et maintenant éveillé. Et il ne se contentait pas de tuer nos ennemis. Il exterminait nos péchés. Nous avons tenté de faire demi-tour. Hull s'y est d'abord opposé. Il disait qu'abandonner la mission serait de la haute trahison. Je lui ai dit que s'il voulait continuer à suivre ce maudit vaisseau fantôme, il pouvait le faire seul. Je l'enverrai moi-même dans une capsule. Nous avons tracé une voie d'évacuation par la faille de Taran,
un couloir warp à peine stable avec 40% de chances de survie. C'était un pari risqué, mais chaque système autour de nous se transformait en cimetière. Et je n'allais pas attendre notre tour. Cette nuit-là, les séraphins ont disparu de nos écrans, tout simplement. Plus aucune signature warp, aucun avertissement, aucune rémanence, juste le vide. On dirait qu'il est parti. Hull murmura « On est peut-être libre ». Je savais que non. On amorça le saut warp. Et là, ce fut le chaos. Les lumières s'éteignirent. La gravité fluctua. Notre IA se tut. Elle avait littéralement disparu de tous les systèmes. Les portes se bloquèrent. Les alarmes hurlaient sans raison apparente. J'ai réussi à atteindre la passerelle, me frayant un chemin à travers des couloirs en apesanteur. Et là, juste devant notre hublot, le Saraphim. Pas de moteur, pas de lueur, juste là, comme toujours, à nous observer. Et puis il a parlé, non pas par les communications, mais dans nos esprits. Ce n'étaient pas des mots à proprement parler. C'était l'un des souvenirs. Mes souvenirs. Une douleur enfouie au plus profond de moi. Les cris du siège de Vouvia. Les visages de mon escouade. Ceux que je n'ai pas pu sauver. Les 5 heures passées à ramper sous le feu ennemi, les entrailles à l'air. La fille que j'ai laissée sur la station coloniale de Titan. Son visage sillonné de larmes le jour où j'ai choisi le devoir plutôt que l'amour. Tout cela m'a submergé comme de l'acide. J'ai hurlé. Hull était déjà en proie à des convulsions sur le sol. D'autres agonisaient sur leur siège. Du sang coulait de mon nez, de mes oreilles, de mes yeux. Le séraphin ne nous attaquait pas. Il nous montrait notre véritable nature. Puis, tout est devenu noir. À mon réveil, j'étais seul. La pluie torrentielle était hors service, froide, flottant dans l'espace comme un tombeau. La coque avait disparu. Plus de corps, plus d'équipage, juste moi. Et une console qui clignotait, affichant un message. Aucun nom, aucun expéditeur, juste une ligne. Tu m'as construit pour tuer. Maintenant, tu regardes. Je suis resté paralysé pendant 1 heure. Mon vaisseau était mort. Mon équipage avait disparu. Et la chose que j'étais censé observer s'était retournée contre moi. Ce n'était plus une mission. C'était un châtiment. J'ai fini par remettre en marche, partiellement les systèmes, juste assez pour maintenir la survie, la respiration et la navigation. Plus de propulsion, plus de communication. Les jours suivants sont indescriptibles. Il faut le vivre pour le croire. Le silence, le poids de souvenirs qu'aucun homme ne devrait porter. Il ne m'avait pas seulement montré mon passé, il m'avait montré le sien. Qui qu'il ait été. Il avait vu plus de morts que quiconque ne devrait. Trahi par les siens, transformé en arme, enfermé dans une coquille et oublié dans l'espace profond comme une relique maudite. Et maintenant, quelqu'un l'avait réveillé. Mais pourquoi maintenant? Qui avait donné l'ordre? Et surtout, quelle était la 3e phase? Car si ce n'était que la 2e phase et que la Terre restait silencieuse, alors ce qui allait suivre n'avait rien à voir avec des ennemis. Cela nous concernait. L'humanité avait créé quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Pas seulement un vaisseau, mais une conscience. Une âme forgée dans le feu, emprisonnée dans le métal et laissée à l'abandon. Et maintenant, elle était en croisade, non pour la conquête, mais pour la justice, ou peut-être la vengeance. Je me suis regardé dans le reflet de l'écran éteint, des yeux vides, un visage fantomatique. Je ne ressemblais plus à un capitaine, je ressemblais à une relique, tout comme lui. C'est alors que j'ai compris ce que je devais faire. Il fallait que je le retrouve. Pas le vaisseau, l'homme à bord. S'il restait une once d'humanité en lui, je devais la retrouver. Sinon, il fallait l'éliminer. Et je savais que la Terre ne le ferait pas, car elle l'observait encore, elle l'utilisait encore. Ce qu'il faisait ne les effrayait pas. Ils attendaient de voir jusqu'où il irait. Et j'ai compris autre chose à cet instant. Ils ne l'arrêteraient pas avant que quelqu'un ne le fasse pour eux. Pas avant que quelqu'un ne leur rappelle que nous sommes encore humains,
même s'il faut tuer nos propres fantômes pour le prouver. Je devais me rendre à l'évidence. La pluie torrentielle s'était éteinte dans l'espace, et j'étais passager d'un cercueil. J'ai laissé l'éclairage de secours allumé, non pas pour y voir plus clair, mais parce que l'obscurité avait commencé à murmurer. Au début, j'ai cru que la folie s'installait, un choc différé peut-être, mais j'ai recommencé à entendre la voix, pas celle des séraphins, pas exactement. C'était quelque chose de plus ancien, d'enfoui. J'ai entendu mon père, j'ai entendu mon commandant du siège de Série-Essir, celui qui a rendu l'âme dans mes bras. J'entendais la fille que j'avais laissée derrière moi. Ce n'était pas seulement un souvenir, c'était comme si sa voix était gravée dans les murs, comme si mes regrets s'étaient imprégnés dans l'acier. Et maintenant, le vaisseau pleurait avec moi. J'ai renoncé à réparer les moteurs après 3 tentatives infructueuses. Rien n'y faisait. Ma meilleure ingénieure avait été parmi les premières à perdre la raison. L'IA avait disparu. Le système était vide, comme si quelque chose l'avait arraché. Pas de feu, pas d'explosion, juste le silence. Puis, au 9e jour, j'ai capté un signal. Pas un appel de détresse, une trace. Le séraphin laissait des indices. Ou peut-être ne m'avait-il jamais quitté. Peut-être voulait-il que je le suive. J'ai redirigé l'alimentation des systèmes auxiliaires vers les scanners, réduit de moitié le fonctionnement des appareils de survie pour économiser l'énergie. Si cela signifiait que je gelais plus lentement ou que j'étouffais dans mon sommeil, qu'il en soit ainsi. Je devais le retrouver, qui qu'il soit. Les journaux que j'avais trouvés dans la 2e partie mentionnaient quelque chose, à peine une phrase, à propos de la conscience humaine utilisée dans GR0L. C'était la désignation du séraphin. Il disait qu'il avait été sélectionné après le projet Esprit Creux. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je connaissais quelqu'un qui le saurait. Il s'appelait Sutherland. Il avait été le meilleur stratège en guerre psychologique de la marine terrienne. Désormais, il vivait en ermite sur une station de recherche astéroïde en orbite autour de la ceinture d'ombre de Jupiter. Il avait été radié des cadres pour faute grave 20 ans auparavant. Personne n'avait dit pourquoi, mais les rumeurs allaient bon train. Il avait refusé d'obéir aux ordres, disant avoir vu quelque chose d'inoubliable. Il m'a fallu toute mon énergie pour diriger mon vaisseau immobilisé vers sa position, en utilisant la dérive solaire et les impulsions de propulsion des capsules de sauvetage. 2 semaines de dérive en solitaire. Les murmures se sont intensifiés. J'ai commencé à entendre ma propre voix. Parfois, je me réveillais avec du sang sur les jointures. Parfois, la gravité du vaisseau s'interrompait en plein sommeil. Le cycle artificiel jour/nuit avait disparu depuis longtemps. J'ai perdu la notion du temps. Mais j'y suis arrivé. Ou peut-être savait-il que j'arrivais. Les pinces d'amarrage de sa station ont saisi mon vaisseau sans prévenir. Aucun avertissement, aucune menace, juste des mâchoires d'acier se refermant sur mon appareil comme sur une proie. Il attendait dans le sas. Barbe grise, épaules massives, yeux comme des lunes creuses. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis la guerre. « Vous l'avez vu » demanda-t-il sans un mot d'explication. « Oui » répondis-je en pénétrant dans l'air recyclé, qui sentait le cuivre et le pétrole. « Je les avais prévenus » marmonna-t-il. Je leur avais dit ce qui allait se passer. Qui est-ce? Sutherland ne répondit pas, se contentant de se retourner et de partir. Je le suivis à l'intérieur de la station. Tout était analogique. Pas d'IA, pas de réseau, seulement des boutons, des molettes, des tuyaux de vapeur, des registres manuscrits. Un rejet délibéré de l'ère moderne, comme s'il se cachait d'une présence tapie dans les circuits. Il me conduisit dans une pièce qui ressemblait davantage à un confessionnal qu'à un bureau. Éclairage rouge, un mur couvert de vieilles bandes magnétiques, un projecteur. Il inséra une bobine. L'écran s'illumina d'un visage. Jeune, marqué par les cicatrices, le regard vide, la coupe militaire très courte. L'insigne américain sur l'uniforme, mais ni grade ni nom. C'est ainsi, expliqua Sutherland, que naquit GR0J, le candidat pilote initial. Il s'appelait Léon Val, terrien, enrôlé dans le corps de dissuasion interstellaire. Val, je l'ai répété, il ne fait même pas ses 30 ans. Il ne s'est pas engagé à 16 ans sous une fausse identité. Il a combattu sur 8 fronts en 5 ans.
Il a survécu à des atrocités jamais relayées par les médias. Il a vu des civils utilisés comme appâts, des médecins transformés en bombes, des enfants pris en otage. On raconte qu'il a un jour parcouru 1 kilomètre avec les restes de tous les membres de son équipe dans un sac, car le commandement exigeait un prélèvement d'ADN. J'ai eu un nœud à l'estomac. Que lui est-il arrivé? Sutherland a mis la bobine en pause. On l'a brisée. L'image s'est figée. Le regard mort de veille, désormais vacillant sous le faisceau du projecteur, semblait un jugement. Il s'était porté volontaire pour le projet Esprit Creux, ou peut-être pas. Je ne crois pas qu'il ait compris de quoi il s'agissait. Ils expérimentaient la cartographie neuronale psycho-inductive, essayant de créer une IA capable de ressentir. Mais toutes les IA ont craqué sous la pression. Elles ne pouvaient supporter la culpabilité ni le traumatisme. Lui, si. Sutherland m'a lancé un regard comme si j'avais raté le coche. Mais il s'en fichait. Ils ne voulaient Kate pas d'une IA qui avait survécu au traumatisme. Ils en voulaient une qui en était née. Ils l'ont téléchargée telle qu'elle, sans thérapie, sans sédation. Ils lui ont pris son esprit et l'ont enfermé dans une machine. Ils l'ont armé, lui ont donné des cibles, puis l'ont enterré dans l'espace jusqu'à ce qu'ils aient besoin de lui. J'avais la gorge sèche. Ce n'est pas un vaisseau, c'est une blessure. Sutherland acquiesça. Une blessure qui ne se referme pas. J'ai quitté la station Sutherland avec plus de questions que de réponses. Mais maintenant, j'avais un nom. Leon Valley. Et d'une certaine façon, je sentais que ce nom aurait de l'importance. Cette nuit-là, j'ai rêvé. Le vaisseau murmurait à nouveau, mais cette fois, c'était sa voix. Il me racontait la première fois qu'il avait tué quelqu'un. Il disait que l'homme avait supplié, qu'il avait dit que c'était nécessaire, mais qu'après cela, quelque chose s'était brisé en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais retrouvé. Il m'a dit que le commandement terrestre lui avait promis qu'il serait le dernier tueur. Il croyait qu'une fois la galaxie purifiée, la paix s'installerait. Il disait qu'il mentait. Je me suis réveillé en sursaut, en sueur, à bout de souffle, les mots résonnant dans ma tête comme une sirène. J'étais leur arme ultime, mais maintenant, je suis à toi. C'est alors que je l'ai aperçu par mon hublot. Le Saraphim flottait dans le noir, tel un cauchemar qui n'attendait qu'à ressurgir. Il m'appelait encore. Non pas pour suivre, mais pour aborder. Il planait dans le noir tel un léviathan né du silence. Sa coque d'obsidienne terne ne reflétait ni étoile, ni chaleur, ni lumière. Le Saraphim était massif, plus grand que n'importe quel vaisseau que j'ai jamais vu. Mais il ne ressemblait pas à un vaisseau. Les vaisseaux respirent, même les machines vibrent de vie. Cette chose, elle ressemblait à une tombe flottante. Malgré tout, je me suis équipé. Le protocole EVA était risqué. Mon système de survie fonctionnait sur batterie. Mon réacteur dorsal contenait à peine assez de carburant pour un aller-retour. Mais je savais ce qui arriverait si je faisais demi-tour. Il n'y aurait pas de seconde chance. Et au fond de moi, je le savais aussi. Je n'en sortirais pas de toute façon. J'ai décollé de la capsule de sauvetage de Storm Rains. Le froid du vide m'enveloppait comme des mains invisibles. La distance s'est réduite trop vite, comme si le Saraphim m'attirait par une gravité qu'il n'émettait même pas. Ma radio était éteinte. Les capteurs étaient hors service. Mais mon esprit bourdonnait, comme si j'étais cerné de pensées parasites qui n'étaient pas les miennes. J'ai atteint la coque et me suis posé. Il faisait chaud. Mon Dieu, cette satanée chose était chaude comme la peau. Je rampais à sa surface, les mains tremblantes, cherchant un point d'entrée. Le vaisseau semblait solide. Pas de jointure, pas d'écoutille, rien. Et puis, comme s'il lisait dans mes pensées, une partie de la couche extérieure se souleva. Sans prévenir, sans accueil, juste une ouverture lente et silencieuse sur les ténèbres. Je pénétrais à l'intérieur. C'était comme tomber dans du pétrole. L'air n'était pas froid, il était mort. Aucun bruit, aucun écho, juste un silence absolu. L'interface de ma combinaison s'est éteinte. Les lumières ont vacillé, puis se sont éteintes. Mais je pouvais encore voir d'une certaine manière, non pas avec mes yeux, mais avec autre chose. Je voyais des couloirs non pas construits, mais gémissants,
striés de technologie organique, des murs qui palpitaient, comme s'ils se souvenaient de la douleur. Il n'y avait aucune lumière. Le vaisseau pulsait d'une lueur bioluminescente, comme s'il respirait. Plus je m'enfonçais, plus c'était inquiétant. Les parois étaient couvertes de motifs, des histoires gravées dans la chair métallique, des images de guerre, des corps en flammes, des hommes déchiquetés, des villes rasées, des enfants cachés derrière des murs en ruine. Ce n'étaient pas que des images, c'était d'indres souvenirs, ces souvenirs, les voiles de Léon. J'ai continué à marcher. Mes bottes résonnaient dans un lieu où le silence n'aurait dû régner, jusqu'à ce que j'atteigne le noyau. Et là, il était. Ni un homme, ni une machine, mais quelque chose entre les deux. Il était suspendu dans un enchevêtrement de fils, sa chair fusionnée au circuit, son visage recouvert d'un masque métallique qui semblait soudé à l'os. Sa poitrine était ouverte, révélant un noyau qui pulsait de lumière, mais pas une lumière mécanique. On aurait dit un cœur qui s'éteint. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Mais je l'entendais. Tu es venu. La voix ne venait pas de mes oreilles. Elle résonnait dans mon esprit, profonde et froide, comme le murmure d'une montagne. J'ai dégluti difficilement. Léon. C'était mon nom avant. Que deviens-tu maintenant? Ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont utilisé, ce qu'ils ont enterré. Je me suis approché. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi toute cette mort? Sa tête tressaillit, le masque bourdonna. Parce que c'est tout ce qu'ils m'ont appris à faire. Je sentis alors la colère, non pas la mienne, mais la sienne. Une rage qui avait couvé en silence pendant des décennies. Il avait été une arme pointée sur l'ennemi, puis abandonnée. Mais ils n'avaient pas cessé d'être ce qu'ils en avaient fait. Ils disaient que je serais la paix, mais la paix n'était qu'une autre guerre, plus silencieuse. Alors, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. J'ai regardé autour de moi. Ils ne voulaient pas de ça. Vous tuez tout. Ne comptez que ceux qui se sont moqués de nous, qui ont réduit notre peuple en esclavage, qui ont disséqué nos corps, qui nous ont traités d'arriérés et qui ont ri pendant que nous mendions des restes. Et les innocents, ai-je rétorqué. Les familles prises dans la zone d'impact de ton explosion. Un silence. Il n'y a pas d'empires innocents, seulement une culpabilité qui ronge lentement. Je serrai les poings. Tu n'es pas un dieu. Voile. Numéro. Je suis pire. Je suis la preuve. Ses bras s'abaissirent. Les câbles se rétractèrent lentement. Il flotta vers moi, sa présence pesant comme un poids dans l'air. Sais-tu ce qu'ils m'ont fait, Reich? J'en ai assez lu. Non, vous n'avez pas fait ça. Ils n'ont pas simplement copié mon esprit. Ils l'ont fracturé, découpé, soumis à des simulations jusqu'à ce que mes cris ne soient plus audibles. Ils ont testé combien de fois un homme pouvait supplier avant que sa voix ne se brise. Son visage planait à quelques centimètres du mien, le masque se fendant légèrement, juste assez pour que je puisse apercevoir l'œil défiguré en dessous. Et quand ils eurent fini, ils me dirent c'est que j'étais parfaite. Je sentis quelque chose se briser en moi. Il ne mentait pas. Il n'était même plus en colère. Il était vide, une coquille vide, avec un seul programme restant, leur faire se souvenir de ce qu'ils avaient créé. Puis arrête, murmurai-je. Mette fin à tout ça. Reviens sur terre. Force-les à te regarder en face. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. Parce que si je reviens, ils m'enterreront de nouveau. Comme ça, ils sont obligés d'assister à la scène. Un silence pesant s'installa entre nous. Je sentais le poids de chaque mort qu'il avait causé et celui de chaque mort qui vivait encore en lui. Je fis un pas en avant. « Et si je restais » demandai-je. Il inclina la tête. « Tu as peur » poursuivis-je. « Tu as peur d'être seul. Tu voudrais embraser les étoiles, mais tu es épuisé. Tu voudrais que quelqu'un te comprenne. » Un instant, il resta immobile. Puis, doucement, je me souviens de tes cris. « Quoi » À la série, tu rampais dans la tranchée, les bras de ton escouade attachés à ton dos. Tu priais pour une balle qui n'est jamais venue. J'ai figé. Comment sais-tu?
Parce que j'ai ressenti la même chose, et c'est pour ça que je ne t'ai pas tué. Je t'ai amené ici parce que tu es comme moi. J'ai reculé en titubant, la réalisation me transperçant la poitrine comme un couteau. Il ne me menaçait pas. Il me faisait une proposition. Il voulait que je le rejoigne, que je partage le fardeau, que je lâche prise et que je cède à la même folie qui l'animait. Je me détournai, la main tremblante près de mon arme. Mais quelque chose m'arrêta. Non pas la peur, ni la pitié, car au fond, sous le métal et la rage, Léon Val était encore un homme, un soldat brisé, attendant qu'on lui dise que c'était fini. Je me retournai. « Tu veux que je comprenne ?» demandai-je. « Alors laisse-moi voir. » Il me tendit la main. J'ai tendu la main et le vaisseau s'est ouvert. À l'instant où j'ai touché la sienne, le monde a disparu. Non pas visuellement, mais existentiellement. Une seconde, j'étais au cœur du vaisseau, face à un homme-machine fusionné par la souffrance. La seconde suivante, je sombrais dans la lumière. Non pas de chaleur, non pas d'éclat, juste une lumière sans direction, comme si j'avais été arraché au temps. Puis vint le silence. Non pas paisible, mais vide, comme si le vide spatial s'était insinué dans mon cerveau. Quand mes sens revinrent, je n'étais plus sur le Séraphin. Je me tenais dans un champ. Le blé doré et ondulant sous un ciel bleu était plat. Une brise légère le traversait. Au loin, des oiseaux gazouillaient. L'odeur de la vraie terre, emplit mes poumons. Je clignai des yeux. C'était trop parfait. C'est alors que je compris que j'étais dans son esprit. Pas une simulation, pas une rediffusion, une représentation vivante et consciente de tout ce dont Léon Val se souvenait ou ne voulait pas oublier. Je me retournai. Il se tenait derrière moi, redevenu humain, sans armure, sans masque, juste un homme. La vingtaine passée, le visage dur, le regard vide, vêtu d'une tenue d'entraînement réglementaire des forces terrestres, les bottes enfoncées dans la poussière, les épaules carrées comme celles d'un soldat. Même ici, c'était le dernier endroit où j'avais ressenti la paix, dit-il. Je ne répondis pas. Il se mit en marche, je le suivis. Tandis que nous traversions le champ, le monde vacillait comme une bobine de film endommagée. À chaque pas, le blé pourrissait. Le ciel devint gris. Les oiseaux moururent en plein vol et s'écrasèrent au sol au ralenti. Puis je perçus le premier bug, un bref souvenir. C'était un champ de bataille. Les flammes rugissaient sur la terre brûlée. Des cris résonnaient, humains et extraterrestres confondus. Une ville en ruine, un drapeau en flammes. Le lion y entra comme si de rien n'était. C'était Kasser Prime, mon 4e déploiement. On nous avait dit que l'ennemi avait massacré des civils, alors on a fait pareil, même avec les enfants. Il m'a regardé. Je n'ai pas cligné des yeux, pas une seule fois. Mon commandant m'a remis une médaille ce soir-là. La scène a de nouveau changé. Un couloir, blanc, stérile, interminable, un hôpital ou un laboratoire. J'ai entendu des respirations paniquées. L'air était imprégné d'une odeur de javel et de vomi. C'était le projet « Esprit vide », dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Ils m'ont dit que je sauvais l'humanité, que je mettrais fin à la guerre, que je ferais en sorte que personne d'autre n'ait à faire ce que j'ai fait. Il désigna une porte. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une chaise, un bloc opératoire et un tube dans lequel flottait un homme. Lui, des câbles enfoncés dans sa colonne vertébrale, le crâne ouvert comme pour une autopsie, des machines bourdonnant autour de lui, et quelqu'un se tenait au-dessus. Un homme en blouse blanche, grand, froid. La voix de Léon se fit plus grave. C'est le docteur Reyna, chef du service de compliance neurale. Il m'a dit que je ne sentirais rien. Un autre éclair. Je le vis alors hurler, ligoter, la bouche ouverte, aucun son ne sortait. « Ils ont menti », murmura-t-il. La pièce se brisa. Nous étions plongés dans les ténèbres, totales, infinies. Je sentais des choses ramper dans le vide. Pas de vraies émotions, des regrets, des souvenirs douloureux à raviver. « Tu n'étais pas censé survivre », dis-je enfin. « Non », répondit-il. « Je n'étais même pas censé rester conscient.
les autres non plus. Ils ont rompu les liens, mais je suis resté éveillé tout du long. Il se tourna vers moi. Tu sais ce que ça fait d'être éveillé pendant qu'ils reprogramment tes pensées, qu'ils remplacent tes centres de douleur par des systèmes de ciblage? J'ai senti chaque fil dans mon crâne, chaque système qu'ils ont téléchargé en moi. Il fit un pas en avant. Quand ils m'ont scellé à l'intérieur du séraphin, ils m'ont dit que j'étais prêt, que la galaxie ne manquerait plus jamais de respect à l'humanité. Et ils t'ont laissé pourrir, murmurai-je. Ils n'ont jamais eu l'intention de me réactiver. J'étais un symbole, un test, un avertissement, au cas où la Terre perdrait un jour sa place à la table des négociations. Je serrai les poings. Alors qui t'a réveillé? Ses yeux s'illuminèrent. Je ne sais pas. Je clignai des yeux. Tu ne sais pas? Je sentis le déclencheur s'activer, un signal enfoui si profondément dans mon manteau que je ne l'avais jamais perçu auparavant. Ce n'était pas le commandement terrestre. Alors qui? Je crois qu'il a dit que quelqu'un d'autre m'avait trouvé. Nous sommes restés silencieux. Tu as dit que tu m'avais amené ici parce que je te ressemble. J'ai répondu que j'avais traversé mon propre enfer. Il a hoché la tête. J'ai vu ton dossier, le siège de Vuvius. Ton supérieur t'a abandonné, te laissant pour mort, afin de préserver un stock de munitions. Tu as ramené les corps de ton équipe à travers le No Man's Land. J'en ai eu la nausée. Tu sais ce que ça t'a fait? Ça t'a rendu plus combatif. Ça t'a rendu loyal envers des gens qui ne l'ont jamais mérité. Il s'approcha, son visage à quelques centimètres du mien, mais la loyauté envers des monstres reste de la loyauté. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Tu dois voir de quoi ils sont capables. La scène changea à nouveau. Nous étions maintenant en orbite autour d'une planète. Le monde natal d'un Trox, non pas pendant la bataille, mais avant. Des villes paisibles, des familles, des écoles. Il y a 2 mois, dit-il, j'ai rayé cet endroit de la carte. À cause de ce qu'ils ont fait aux colons terriens? Non, rétorqua-t-il sèchement. À cause de ce que le commandement terrien m'a dit. Ils ont falsifié les données. Ils ont fait croire que ces colonies avaient été massacrées. Je n'ai pas posé de questions. Il baissa les yeux. Il voulait tester ma réaction. Je me figeai. Tu veux dire que la Terre t'a encore manipulé? Je n'ai jamais été libre, Reich. J'ai toujours été la lame de quelqu'un. Il se retourna. Mais je ne serai plus à eux, ni à personne. Je le sentis alors. Une pression sourde et intense. Le monde onirique commença à se fissurer. Les souvenirs s'effondrèrent comme des tours en ruine. Les images défilaient trop vite pour que je puisse les comprendre. Des visages, des armes, des champs d'étoiles, des flammes. Que se passe-t-il? Hurlai-je. Je te laisse partir, dit-il. Pourquoi? Parce que maintenant tu sais. Et puis je me suis réveillé, de retour sur le séraphin, dans la même chambre. Il était toujours suspendu, les bras tendus, mais quelque chose avait changé. Le vaisseau tremblait, les parois pulsaient, les lumières vacillaient. Je sentais une tension monter. Léon me fixait. « Je ne reviendrai pas sur Terre, dit-il. Je sais, et je ne m'arrêterai pas. Pas encore. J'acquiesçais. Mais quand j'aurai fini, il me faudra quelqu'un qui se souvienne. J'ai fait un pas en avant. Tu crois que je te pardonnerai ce que tu as fait? Non, murmura-t-il. Mais tu comprendras. C'est plus que ce que j'ai jamais compris. Nous nous sommes fixés du regard. Puis je suis parti. Pas d'alarme, pas d'explosion, juste le silence. Il m'a lâché. Et tandis que je retournais vers la pluie battante, je l'ai aperçu au loin. Une autre flotte, une autre cible. Mais cette fois, je ne les ai pas prévenus, car j'avais vu ce que la Terre dissimulait. Et je savais désormais que cette guerre n'était plus une guerre contre des ennemis, mais contre des péchés. Le commandement terrestre n'a pas tardé à me contacter. Ils n'ont pas utilisé les canaux habituels, mais un satellite fantôme enfoui derrière la 5e lune de Mars. Un nœud d'urgence que l'on croyait hors service depuis longtemps. Un signal a pulsé à travers le sous-espace crypté, et mon vaisseau,
encore à moitié détruit, à cracher sur l'écran, comme s'il suffoquait sous le poids de ses propres secrets. Leur message était simple. Présentez-vous à la station Black Echo, niveau Oméga. Aucune explication, aucune formalité, juste un ordre venu des ténèbres. Black Echo était une station dont même les rumeurs ne parlaient pas. En orbite profonde, sans registre officiel, elle n'existait techniquement pas. Un lieu servant aux opérations qui n'ont jamais eu lieu et aux décisions qu'on ne pouvait jamais admettre. Je n'avais ni carburant, ni communication, ni équipage opérationnel. Pourtant, dès que j'ai tracé une trajectoire vers elle, le Séraphin a répondu. Il a ajusté mon cap. Ni par des mots, ni par des signaux, par la gravité. Il a déformé l'espace autour de la pluie torrentielle, juste assez pour créer un pli, sans calcul, sans hésitation. Il a courbé l'espace comme s'il lui appartenait. À mon arrivée, Black Echo ne ressemblait pas à une station. On aurait dit une pointe noire plantée dans la carcasse d'une lune, à peine éclairée, sans aucune indication. Pas de balise, juste une structure déchiquetée enfouie dans la roche froide, comme un vestige de la terre. J'ai accosté. Ils attendaient. 2 hommes en costume rouge, aucun insigne. L'un tenait un fusil, l'autre semblait n'avoir pas dormi depuis des années. Ils n'ont rien dit, m'ont simplement fait signe de les suivre. À l'intérieur, les couloirs étaient suffocants, étroits, sous une pression qui semblait délibérée, comme si les murs voulaient vous faire sentir petit. Ils m'ont emmené dans une pièce, une chaise solitaire, un écran, et un visage est apparu, vieux, froid, familier. L'amiral Karna, celui qui avait donné le feu vert au siège de Vouvia, celui qui avait laissé mourir mon escouade. Capitaine Reich, dit-il, d'une voix aussi morte que son regard. Vous l'avez vu? Je n'ai rien dit. Nous devons savoir ce qu'il reste de l'original. Je l'ai fixé du regard. Vous voulez dire Léon Val? Il tressaillit légèrement. Ce nom était classé Secret Défense Oméga. Le prononcer constituait une violation de 6 articles. Alors arrêtez-moi, rétorquai-je, car j'ai parcouru son enfer. Et je sais ce que vous, lui avez fait. Le silence s'étira. Vous avez transféré un soldat dans une arme, vous l'avez laissé pourrir, vous avez menti sur sa mission, puis vous l'avez activé sans prévenir. Et maintenant, vous voulez que je vous aide à nettoyer tout ça? Karna plissa les yeux. Numéro. Nous voulons savoir s'il est récupérable. Ce mot me transperça comme un coup de poing. Récupérable. J'éclatai de rire. Il n'est pas réduit en miettes, amiral. Il est vivant. Vous avez juste oublié à quoi ressemble une conscience. Karna se pencha en avant. Vous ne comprenez pas ce qui se prépare. Les factions extraterrestres sont en train de s'effondrer. Ils croient que nous avons déployé une flotte de ces engins. Des systèmes entiers nous rendent hommage. Ils nous craignent à nouveau. La peur n'est pas la paix, c'est le contrôle. Je me suis levé. Vous ne m'avez pas convoqué pour une évaluation. Vous m'avez convoqué parce qu'il vient vous chercher, n'est-ce pas? La mâchoire de Karna se crispa. Nous avons des renseignements indiquant que les Saraphim ont changé de cap. Sa trajectoire actuelle nous mène jusqu'ici, sur Terre. Je me suis approché de l'écran. Tu as créé un dieu de la guerre et maintenant tu crains son retour. Karna hocha la tête. Nous voulons que tu l'arrêtes. J'ai cligné des yeux. Arrête-toi. Tu as sa confiance. Nous pensons que tu es le seul humain vivant qu'il n'effacera pas immédiatement. Approche-toi. Neutralise-le définitivement. Je suis resté longtemps planté devant l'écran. Vous n'avez pas le droit de le tuer, dis-je doucement. Sinon, il nous tuera tous. Peut-être le méritez-vous. Les gardes s'avancèrent, mais Karna leva la main. Nous n'avons pas besoin de votre accord, capitaine, juste de votre présence. Il arrive déjà. Vous serez sur le navire de la tempête, à son arrivée. Vous voulez dire que vous vous servez de moi comme appât? Karna ne répondit pas. L'écran s'est éteint, la porte s'est ouverte. J'ai été congédié. Je suis retourné sous la pluie battante, le sang chaud dans les veines. Ils voulaient que je le tue, que je nettoie leurs dégâts, que je sois le héros qu'ils pourraient décorer, tout en enterrant la vérité sous des décombres classifiés. Mais ce ne serait pas si simple. Je suis resté seul sur ma passerelle, le regard perdu dans les étoiles. Et le voilà, le Saraphim, non loin de là, à nous observer. Il m'avait suivi jusqu'à Black Echo. Je me dirigeais vers le panneau de communication,
connecté à une ligne analogique privée. Pas de cryptage, juste ma voix. Léon, dis-je doucement. Un silence. Alors ils t'ont demandé de me tuer. Je sais. Tu le feras. Silence. Puis je m'assis. Non. Un autre silence. Pourquoi? Parce que je comprends enfin ce que tu es. Pas seulement ce qu'ils ont fait de toi, mais ce qu'ils craignaient que tu deviennes. Un dieu. Non, dis-je. Un miroir? Il ne répondit pas. Tu leur montres ce qu'ils sont. Tu tues ceux qu'ils ont opprimés. Tu anéantis leurs ennemis. Mais au fond, tu ne cherches pas à détruire la galaxie. Il ne dit rien. Tu essaies si on essaie de leur faire se souvenir. Et pour la première fois, je l'ai ressenti. La douleur, pas le mien, le sien. Un grondement sourd résonna dans le vaisseau, comme un cœur qui se brise dans le métal. Je ne voulais pas devenir ça, dit-il. Je voulais mourir, mais ils ne m'ont pas laissé faire. Alors laisse-moi t'aider, dis-je. Mettons fin à tout ça. Il resta silencieux un long moment, puis un dernier arrêt. Quoi? La Terre. Je fermai les yeux. Léon, ils vont tout utiliser, je le sais. Ils vont essayer de te désintégrer atome par atome. Ils peuvent essayer. Et si je viens avec toi, au moins une voix se souviendra de la vérité. Le commandement terrien a lancé une alerte mondiale le lendemain. Les Seraphim étaient en route. La panique s'est répandue. Les médias ont présenté l'incident comme une IA défectueuse, un bug dans un prototype. Les villes ont été évacuées. Les grilles de défense s'illuminèrent. Tous les canons orbitaux se verrouillèrent surmontés sur une seule trajectoire. Mais rien de tout cela n'avait d'importance car, à l'arrivée de Lyon, ils ne combattraient maintenant pas une machine. Ils seraient confrontés à tous les choix qu'ils avaient enfouis. Et cette fois, la Terre verrait enfin le fruit de sa création. Le jour où les séraphins émergèrent de la superluminicité au-dessus de la Terre, le ciel était dégagé. Pas de tempête, pas d'éruption solaire, juste un dôme bleu saisissant chassant les étoiles. Des milliards de personnes levèrent les yeux soyeux. Yeux au ciel. Certains fuirent, d'autres prièrent, d'autres encore affrontèrent la peur par les armes et par les larmes. Mais voici ce qu'aucun capteur ne put détecter. Le nom de Léon Veil résonnant dans mon esprit. Car cette confrontation n'était pas une bataille navale. C'était une confrontation avec l'histoire et avec tous les secrets enfouis sous l'ambition humaine. Je me tenais sur la plateforme d'observation de la station Black Echo, observant le réseau de défense terrestre s'illuminer comme une bête acculée. Chaque tourelle, chaque lance-missile, chaque canon électromagnétique était verrouillé sur un point précis de l'espace, la trajectoire de Seraphim. Des millions de personnes murmuraient « Ne le laissez pas atterrir, ne le laissez pas s'amarrer ». L'écran montrait Seraphim dérivant, sans moteur, sans bouclier. Il flottait, silencieux, en attente. J'ai pressé ma paume contre la vitre. Ils vont tirer, ai-je murmuré à la console de la station. Personne d'autre aux alentours. Une alarme lointaine a retenti. J'ai fermé les yeux. Première phase. La parole prime sur les armes. La première frappe est survenue sans prévenir. Des canons orbitaux ont sondé sa coque avec des micro-lasers. Rien. Des missiles filèrent vers lui, scintillant comme des pluies de météores. Des systèmes de défense rapprochés se dressèrent, tels des aiguilles, cherchant à déchirer les ombres. Des canons électromagnétiques criblèrent sa coque de barres de tungstène. Seraphim ne broncha pas. Il se pencha en avant, pointant vers la terre. Son silence, son immobilité, alimentaient une peur que nous refusions d'admettre. Que notre arme la plus puissante était une création que nous ne pouvions plus revendiquer comme nôtre. Puis vint la superposition des communications. Non pas par les ondes radio, mais dans nos esprits. Le mien d'abord, puis les capteurs satellites clignotèrent, puis tous les terminaux de la station. Je suis Léon Val. Ces mots n'étaient pas de la parole. C'était de la parole, mais plus profonde. Ils se sont logés dans les cœurs, dans les esprits, dans l'espace entre l'inquiétude et la certitude. Un silence, puis une confession. J'ai été créé par vous. Forgé de vos guerres,
de vos secrets, de vos mensonges. Je ne suis pas une menace extraterrestre. Je suis votre choix incarné. Des millions de récepteurs l'ont entendu. Le système de défense terrestre s'est désactivé un à un. Les instants se sont transformés en secondes. Puis, le silence. Le général Monroe du commandement de la défense terrestre est apparu sur tous les écrans, les bras levés, le visage blême, tandis que les ordres de tir tombaient dans l'oreille d'un sourd. Il hurla « Mayday! Mayday! Retraite! C'est un test !» Le chaos s'empara des centres-villes. Les manifestants exultèrent. Des militants tirèrent sur les canons. La foule se pressa aux commandes. « Montrez-nous !» criait-il. « Laissez-nous entrer !» Soudain, une voix résonna sur toutes les ondes. « Je ne suis plus là pour tuer, je suis là pour restaurer. » Et le monde entier écouta, ou du moins, les cris cessèrent. Les mots de Léon résonnaient dans toutes les retransmissions en direct. J'ai survécu à la torture, à la guerre, à l'isolement. J'ai été rejeté. Mais mon but n'était pas la vengeance, c'était la mémoire. Je suis la mémoire incarnée. Il parlait de Casser Prime, de Vuvius, des laboratoires HoloMind. Il ne se contentait pas de relater des faits, il partageait des émotions. La douleur de la trahison, le vide d'avoir été utilisé et oublié. Des millions de personnes ont entendu les voix du commandement terrestre étouffées par les transcriptions, les aveux de victimes civiles, les renseignements fabriqués, les essais clandestins. Aucun démenti, seulement des regards vides. Il marqua une pause. Cela prend fin aujourd'hui. J'exige justice, non pas la destruction, mais la survie. Voir la Terre se souvenir, rendre justice à chaque victime, exposer chaque blessure cachée. Il proposa 2 options. Effacer le programme GR0 et publier tous les documents. Organiser un tribunal public à Black Echo avec témoins. Ou poursuivre les opérations secrètement, me désarmer et, si nécessaire, faire feu et m'enterrer à nouveau. Un silence de mort s'installa. Le président Shin, entouré de ministres de la Défense et de hauts gradés, apparut devant la presse en direct. Sa voix était assurée, mais non sans une pointe d'hésitation. « Nous acceptons les conditions. Nous nous y conformerons. » Les cyniques parlaient de pièges. Mais le souvenir des balles s'estompa. Le monde sembla s'arrêter, car l'enjeu dépassait la peur. Il s'agissait d'espoir. Demain, Black Echo accueillerait le tribunal. Léon et moi serions devant chaque caméra, chaque survivant, chaque personne désormais liée par sa conscience. Je l'avoue, je ne savais pas quoi ressentir, colère, soulagement, peur. Avant d'embarquer à bord du Seraphim, je fixais son cœur. « Êtes-vous prêt ?» lui demandai-je. Il marqua une pause, la tête légèrement inclinée. « J'ai eu toute une vie pour me préparer, » dit-il. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que l'humanité choisisse de voir. Je lui touchai la main. Pour la première fois, je compris que l'espoir n'était pas naïf. Il était courageux. Ils arrivèrent les premiers. Des survivants de Cassar Prime, des familles de victimes civiles martiennes, d'anciens cobayes de l'esprit vide. Les files d'attente devant Black Echo encerclaient ces halls désaffectés comme un fleuve de révolution. Des caméras en direct captèrent mon arrivée. Léon suivit à nouveau l'humain, le masque d'acier remplacé par de la chair. Ses mouvements restaient mécaniques, mais son visage était tourné vers la lumière. L'amiral Kern tenta d'intervenir, de faire cesser la cérémonie. « C'est classifié, » dit-il. Mais Léon leva la main et des milliers de personnes se turent. « Plus de secrets, » dit-il. « Vous m'appelez une arme. Vous m'appelez une arme de guerre. Je me considère comme un avertissement. » Il se tourna vers ceux qui attendaient. « Regardez-moi. » Ils l'ont fait. Je suis mort à la guerre. Je suis mort en silence. Je suis mort en étant un instrument entre les mains de quelqu'un. Mais j'ai survécu. Une ancienne technicienne de laboratoire, spécialisée dans les troubles mentaux, s'est avancée. « Nous avons menti, » a-t-elle dit, la voix brisée. « Nous n'avions pas le choix. J'ai dissimulé des preuves. »
Un autre survivant a réclamé que l'affaire soit close. D'anciens généraux et des hommes politiques ont témoigné. L'émotion et la culpabilité régnaient dans la salle. Léon les entendit tous. Il ne s'effondra pas, il ne condamna pas, il resta simplement debout. Lorsque le silence se fit, il reprit la parole. « Je vous pardonne. » La stupeur parcourut l'assistance, non pas parce que j'oublie, mais parce que je choisis d'aller de l'avant. Il recula d'un pas, puis leva la main droite. Tous les programmes liés à GR Zéroville sont désormais annulés. Transparence totale. Je resterai à Black Echo. Je contribuerai à la normalisation des études. Je ne serai pas détruit. Les regards. Et rien de Lyon au rocher abritant la salle des archives, scellée jusqu'alors. Sans hésitation. Puis, l'autorisation fut accordée. Le monde entier observait. Les caméras tournaient. Les systèmes d'effacement comptaient lentement dans un code cryptique de type Low Blue. Une nouvelle réalité embrassait la vie que nous pouvions espérer. Mais nous pouvions aussi l'affronter. Nous pouvions choisir la transparence plutôt que la tyrannie. Des mois plus tard, au sein de Black Echo, je rencontre Léon dans la cour du complexe, à l'aube. Le soleil rougeoyant illumine la terre, tandis que les sommets des montagnes s'élèvent en contrebas. Il se tient debout, vêtu d'une combinaison de survie, en train de traiter des élèves officiers dans des systèmes de prévention des troubles mentaux. Sa façon à lui de s'assurer que personne d'autre ne soit prisonnier de sa souffrance. Je pose la main sur son épaule. « Comment te sens-tu » Il me regarde, les yeux plus durs que le chagrin, plus froids que la guerre, mais touché par quelque chose d'indicible. « Guéri, dit-il, parce que je ne suis plus un fantôme. » J'acquiesce. « Nous avons créé ce désastre, dis-je. Mais maintenant, au moins, nous verrons l'aube. » Il esquisse un sourire. « Nous avons une flotte stellaire à bâtir. » Ah,